Grâce à Netflix, Tapi est devenu immortel. La série dédiée au businessman français le plus clivant et le plus atypique vient de sortir. Pour les plus anciens, c'est l'occasion de se replonger dans les frasques du légendaire homme d'affaires. Pour les plus jeunes, l'opportunité de découvrir une inspiration pour entrepreneurs et investisseurs, car peu peuvent se vanter d'être passés de vendeurs de téléviseurs à repreneurs d'Adidas. En tout cas, c'est un hommage rarement fait à un businessman en France où l'on préfère taper sur les milliardaires plutôt que de s'en inspirer, comme nous le faisons sur cette chaîne. Et on peut s'en réjouir d'autant plus que la critique est unanime. La série Netflix Bernard Tapie fait un carton et tout le monde est content. Enfin, presque. Trahison, honteux, fou de rage, les enfants de Bernard Tapie ne semblent pas adhérer à cette version des faits, et à raison. Après tout, c'est une série Netflix. Donc, même si elle est inspirée de faits réels, on pouvait s'attendre à un peu de fiction. Mais dans le cas de Bernard Tapie, ces critiques ont piqué ma curiosité. J'ai alors creusé les détails de son histoire à mon habitude, et notamment celle de son premier million. Et j'ai découvert que cette série n'est qu'un fragment de la fresque colossale de l'histoire de la vie de cet homme d'affaires hors du commun, à laquelle nous nous devons de faire honneur sur cette chaîne. Découvrons-la donc ensemble en commençant par les prémices de son histoire. Né en 1943 au cœur d'un Paris sous l'emprise allemande, Bernard Tapie a toujours été un homme de détermination et d'ambition. Fils d'un ouvrier frigoriste de Laroque-Dolms et d'une aide-soignante parisienne, sa hâte de vivre et d'agir a toujours été palpable, comme l'illustrait sa mère avec tendresse via cette phrase. Bernard a toujours eu hâte, même pour venir au monde. En ces temps tumultueux, son père, contraint au service du travail obligatoire en Allemagne, laisse sa mère gérer seule les premiers instants de la vie de leur fils aîné. La famille, qui s'étoffera avec la naissance de Jean-Claude, son frère cadet, s'établit dans la commune du Bourget en Seine-Saint-Denis. L'amour incommensurable de sa mère a non seulement renforcé leurs liens, mais il a également bâti la confiance qui sera la pierre angulaire de ses succès futurs. Dans l'aventure Tapie de Christophe Boucher, on découvre une mère qui insufflait à Bernard la croyance qu'il était inégalable. À l'école, son énergie débordante et son caractère affirmé étaient tels que sa maîtresse ressentait le besoin de l'attacher à sa chaise pour le canaliser. Et c'est dans l'arène sportive que Bernard Tapie choisit d'abord de briller, notamment sur les terrains de handball où il se distingue jusqu'à jouer en sélection nationale junior. La quête perpétuelle de l'approbation paternelle, malheureusement toujours esquivée, forge son psyché, un aspect brillamment mis en lumière dans la série Netflix. Bernard cherchait constamment à rendre son père fier, une quête qui l'a sans doute propulsé d'ailleurs vers de nombreuses victoires. Mais si les petits triomphes sportifs de Bernard arrivent tôt, ils sont aussi fugaces. Aspirant à une grandeur plus pérenne et conscient de son désintérêt pour les études, il s'engage dans l'armée à 19 ans. Un chapitre crucial de sa vie, curieusement absent de la série télé et qui marque une étape déterminante dans la construction de l'homme d'affaires que nous connaissons aujourd'hui. 1962 marque donc la fin de la guerre d'Algérie et l'incorporation du jeune Bernard Tapie au sein de l'armée française. Cette expérience militaire se révèle être un tournant décisif dans sa vie. En effet, dans l'uniforme kaki où les signes extérieurs de richesse et de statut social s'estompent, Bernard découvre que la véritable distinction entre les hommes réside dans leurs valeurs intrinsèques et leur personnalité. Et de la personnalité, Bernard n'en manque pas. Rapidement, il s'affirme comme un leader naturel au sein de ses camarades, grimpant les échelons pour devenir sous-officier, bien qu'il aspire logiquement au grade d'officier. C'est également durant cette période qu'il découvre une autre facette de lui-même, l'artiste. Bernard saisit chaque occasion pour chanter et divertir ses compagnons d'armes, révélant ainsi un talent et une passion qui le guideront vers un nouveau chemin à son retour à la vie civile. En 1963, Bernard Tapie se lance donc audacieusement dans une carrière artistique. Bien que le théâtre le tente initialement, les obstacles se multiplient et il opte finalement pour la musique. Il se produit dans des orchestres reprenant des tubes du moment en sillonnant les communes de la banlieue parisienne. Lors d'une soirée, à Livry-Gargan, il a même l'occasion de chanter sous l'animation d'un certain Michel Drucker, figure montante de l'audiovisuel français. Ce passage de l'armée à la scène illustre la polyvalence et l'audace qui caractérise Bernard Tapie. Chaque étape de sa vie, chaque choix, chaque revirement de carrière sont guidés par une confiance inébranlable et une volonté de se réinventer constamment. Bernard ne se contente pas de suivre un chemin tout tracé. Il forge sa voie, explorant divers horizons avec une curiosité insatiable et une détermination sans faille. Tapie, sous le pseudonyme américanisé Bernard Tapaille, s'aventure donc dans l'aventure musicale avec l'espoir de faire carrière. Malgré l'enregistrement de plusieurs chansons, le succès n'est pas au rendez-vous et les vents stagnent. L'échec artistique le pousse donc à se réorienter et à explorer d'autres horizons. Et c'est dans le domaine de la vente que Bernard Tapie va révéler un talent inné et une habileté particulière. Mais recontextualisons les choses. Un jour, un vendeur de télévision frappe à sa porte
Et Bernard, intrigué par la difficulté exprimée par ce dernier, décide de tenter l'expérience de la vente lui-même. Et il découvre rapidement que vendre des téléviseurs n'est pas une mince affaire. Mais pugnace comme nous le connaissons, faisant preuve d'ingéniosité, il met en place une stratégie de vente astucieuse et originale, se faisant passer pour un enquêteur sur le programme de l'unique chaîne de l'époque, l'ORTF. Il propose aux gens de leur prêter un téléviseur pendant une semaine pour qu'ils puissent participer à une enquête sur les programmes télévisés. La semaine suivante, lorsqu'ils reviennent pour récupérer l'appareil, de nombreux foyers souhaitent le conserver, et Bernard leur propose alors d'acheter le téléviseur à un prix avantageux sous prétexte qu'il a été déballé. Cette méthode brillante aurait pu faire l'objet d'un chapitre entier dans une œuvre de Robert Cialdini. Et surtout, cette méthode, non seulement ingénieuse mais aussi redoutablement efficace, propulse Bernard au rang de meilleur vendeur du magasin à 21 ans seulement, lui permettant ainsi de se faire remarquer par sa hiérarchie. Cette anecdote, omise dans les récits médiatiques tels que la série Netflix, démontre parfaitement le génie de Tapi dans l'art de la vente et sa capacité à transformer une situation défavorable en opportunité. La suite de l'histoire, vous la connaissez, il épousera ensuite Michel Layec avec qui il aura 2 enfants. Mais au cœur des années 60, il inaugure son propre magasin de télévision, à la gare de l'Est à Paris. À cette époque, le paysage commercial est bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. La Fnac et Darty ne comptent qu'un seul magasin chacun, et la famille Fournier est en train de lancer son premier Carrefour, et Monsieur Muguet son premier Auchan. Seul Édouard Leclerc, ayant démarré en 1959, a franchi le cap du milliard d'anciens francs. Dans ce contexte, Bernard Tapie se distingue en ouvrant son commerce dans un environnement où les grandes surfaces sont encore en pleine émergence. Son magasin, situé dans un lieu stratégique, témoigne non seulement de son audace, mais aussi de sa perspicacité entrepreneuriale, en des temps où le marché de la vente au détail est en pleine mutation. Cependant, malgré son succès, Bernard Tapie mène un train de vie beaucoup trop extravagant. Voitures de luxe, jeux d'argent et famille grandissante, il a tendance à augmenter grandement ses dépenses à mesure que ses revenus augmentent, ce qui est un piège financier par excellence. Comme le souligne l'excellent livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel, dont tu peux retrouver le résumé sur cette chaîne. Dans cette lancée d'extravagance et de réussite, 1969 marque une rencontre déterminante pour Tapie, Marcel Loichaud, un financier respecté et fondateur d'une société de conseil à succès. Ensemble, ils créent le Club Bleu, où les membres, moyennant 40 francs, bénéficient de diverses réductions et avantages. Ils investissent également dans un important bâtiment parisien pour établir leur magasin, le Grand Dépôt. Bien que le succès de ce dernier soit inconnu, Tapie n'ayant jamais partagé de chiffres, des tensions financières émergent entre les deux hommes, laissant Tapie avec une dette conséquente de 1,2 million de francs et une condamnation judiciaire. C'est également durant cette période tumultueuse que Tapie rencontre Dominique Mialet, une secrétaire comptable. Malgré leur situation respective, ils tombent amoureux et Bernard quitte sa femme pour vivre une nouvelle romance avec Dominique, avec qui il aura 2 autres enfants. Confronté à une dette colossale, Tapie envisage la faillite personnelle. Cependant, son avocat Maître Lascal le dissuade, car cela l'empêcherait de créer de nouvelles entreprises à l'avenir. Tapie, suivant ce conseil, évite une restriction entrepreneuriale qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Et il est intéressant de noter que la série Netflix à ce sujet altère certains faits, notamment concernant son conflit avec Loichaud et sa relation avec Dominique, présentant une version où Bernard est condamné à ne plus pouvoir créer d'entreprise et devient dépendant de Dominique, ce qui est inexact. En réalité, Bernard Tapie a été condamné pour abus de biens sociaux, et non pour des raisons personnelles ou relationnelles. Maintenant, selon Christophe Boucher, dans son ouvrage L'aventure Tapie, l'expérience du Grand Dépôt influencera en effet l'ensemble de la carrière de Tapie. Pour le citer, il a compris comment racheter au quart, voire au dixième de sa valeur des actifs ou des créances dans le feu de l'action, puis, dans de nouvelles conditions, prendre le temps de les renégocier à un prix élevé. La sous-estimation de certains actifs par des vendeurs pressés de se débarrasser de leur affaire, la négociation commando de créances dans le rachat de diverses sociétés, ou encore des ventes miraculeuses de sociétés dans un état discutable prouveront que Bernard Tapie a compris sa leçon. Puis, tout comme Charlie Munger d'ailleurs, pour couronner le tout en 1970, il traverse une épreuve déchirante. La perte de sa première épouse Michel, emportée par une leucémie, laisse un vide immense dans sa vie et celle de leurs 2 premiers enfants. Submergé par les dettes et confronté à des obligations pressantes, il se retrouve dans une véritable impasse financière et émotionnelle, avouant même avoir envisagé le pire. Comment pourrait-il se remettre d'une situation aussi précaire et complexe ? Dans un acte quasi désespéré, il hypothèque sa maison pour assurer sa dette. Mais la question demeure, comment parviendra-t-il à la rembourser ? Bien que la gestion ne soit pas sa spécialité, Bernard Tapie ne manque jamais d'idées innovantes en matière de vente.
Et c'est ainsi qu'il parvient à rebondir. Il réussit à persuader plusieurs agents immobiliers influents de Paris de lui accorder un contrat de commercialisation pour la vente d'immeubles. En 1970, l'immobilier n'offre pas encore les marges lucratives des années 80 ou d'aujourd'hui. Et ses promoteurs acceptent un contrat qui semble à la fois raisonnable et avantageux. Mais alors, quelle est donc cette proposition de Tapi ? Il envisage de vendre un même appartement à plusieurs acheteurs. Et je tiens à préciser que bien que cela puisse sembler étrange, ce n'est absolument pas une escroquerie. Il introduit en fait d'une manière avant-gardiste le concept de copropriété à temps partiel, également connu sous le nom de timeshare. Un système qui gagne en popularité dans les années 70. Le futur propriétaire acquiert alors un appartement pour seulement quelques semaines par an. Et cela semble être une situation gagnant-gagnant. Le vendeur bénéficie de son côté de marges considérables en multipliant les acheteurs, et l'acheteur obtient un pied-à-terre à moindre coût. Cependant, et bien que le timeshare existe encore aujourd'hui, l'astuce ne s'avérera pas aussi avantageuse pour les propriétaires. Car elle n'offre pas beaucoup de flexibilité pour les vacances et s'avère, administrativement parlant, complexe à gérer. Donc bien que cela ne perdurera pas, cela s'est révélé extrêmement rentable pour tous, et surtout pour Bernard Tapie. Il gagnera 1 million de francs la première année, soit une somme colossale pour l'époque. Fort de ce succès immobilier, qui n'est d'ailleurs pas non plus évoqué dans la série Netflix, Bernard ne compte pas s'arrêter là. En 1975, il lance Cœur Assistance, une entreprise qui offre un service d'abonnement payant doté d'un dispositif portable permettant d'appeler les secours en cas d'urgence, par exemple lors d'une crise cardiaque. Le principe, avec un abonnement annuel de 800 francs, les individus avec des problèmes cardiaques auront accès à des soins d'urgence adaptés. Et pourquoi cette idée Rémi, me demanderez-vous peut-être ? Il venait de perdre un oncle à cause d'une crise cardiaque et ce n'est donc pas à cause de son père comme évoqué dans la série. Cependant, en 1981, un verdict judiciaire le condamne pour publicité trompeuse. Et il n'avait également pas eu l'aval du Conseil de l'ordre des médecins. Et bien que Tapi affirmait que sa société possédait 5 ambulances, elle n'en possédait en réalité que 2. Et de plus, il vantait une unité d'intervention d'urgence hautement spécialisée au sein de Cœur Assistance qui, en réalité, n'existait pas, ou du moins pas encore. Pour donner suite à cela, Bernard Tapie est forcé de mettre la clé sous la porte et reçoit une sentence d'1 an de prison avec sursis et de 20 000 francs d'amende, signifiant qu'il n'effectuera pas de temps derrière les barreaux à condition de rester sur le droit chemin. Cet épisode amènera Bernard à confirmer une hypothèse qu'il avait déjà mis à l'épreuve quelques années plus tôt. Bâtir une entreprise depuis le début n'est pas la stratégie la plus rapide pour édifier une véritable fortune. Mais recontextualisons la chose. À l'aube de la fin des années 70, Bernard Tapie, armé de son intuition aiguisée, se forge une spécialité. La reprise d'entreprises en difficulté. Cette stratégie qu'il maîtrise à la perfection deviendra emblématique de l'homme et sera même nommée la méthode Tapie. Bien que l'entreprise Wonder soit fréquemment citée, la première affaire emblématique de cette méthode est la reprise de Digue-et-Denis en 1978. En dépit d'une dette équivalente à son chiffre d'affaires et de la perte de son principal client, la société Hachette, qui générait 60 à 70% des revenus, Tapie acquiert l'entreprise pour le fameux franc symbolique, un geste qui contribuera à forger sa réputation. Cependant, le défi est de taille, il doit maintenant trouver des fonds, car sa fortune personnelle est limitée. C'est alors qu'il croise le chemin de Pierre Despessailles, employé de la SDB, un modeste établissement financier qui deviendra ultérieurement une filiale du Crédit Lyonnais. Malgré un CV peu rassurant, marqué par 2 faillites, Tapie, ayant toujours honoré ses dettes, inspire confiance à Despessailles. Ce dernier décide alors de lui accorder un prêt, inaugurant ainsi une collaboration fructueuse qui perdurera tout au long de la carrière de Tapie, avec Despessailles endossant le rôle de banquier attitré. Il est intéressant de noter que dans le vaste nombre de multimillionnaires et milliardaires que j'ai étudiés ou côtoyés, je n'en connais pas un qui n'ait pas de partenaire financier ou bancaire sérieux. Ce qui est donc une clé que tu te dois de rechercher. Bernard Tapie, faisant preuve d'une habileté commerciale remarquable, parvient à compenser le manque à gagner dans ses structures. De plus, la chance semble lui sourire avec, d'une part, un concurrent subissant un incendie dévastateur, et d'autre part, une réforme obligeant les éditeurs à produire de nouvelles éditions de leurs ouvrages. En quelques mois seulement, l'entreprise de papeterie et de reliure Digue-et-Denis est remise sur pied. Et son succès dans le secteur du papier ne s'arrête pas là, puisqu'il achète un peu plus tard Brochage Express, une entreprise également en grande difficulté. Et il connaîtra de nombreux autres succès, comme le rachat de Wonder ou encore La Vie Claire, qui lui permettra de sponsoriser l'équipe de cyclisme de Bernard Hinault, avec qui ils remporteront le Tour de France et le Tour d'Italie. Quelques années plus tard, Bernard Tapie, ayant réalisé son ambition de devenir un industriel, se lasse néanmoins de ses entreprises. Il les cède alors à ses collaborateurs proches.
empochant au passage un profit substantiel de 26 millions de francs. Et depuis son plus jeune âge, Tapie est passionné de sport. Il envisage donc d'utiliser sa fortune pour satisfaire ses désirs dans ce domaine. Son aventure sportive débute donc en 1983 dans le monde du cyclisme, avec la création de l'équipe La Vie Claire, nommée d'après l'entreprise qu'il a précédemment acquise. Il construit cette équipe autour de Bernard Hinault, le cycliste français le plus talentueux de l'époque, bien qu'il traversait une période difficile. La notoriété de Tapie s'amplifie alors rapidement. L'année suivante, TF1 lui confie les rênes de sa propre émission télévisée, nommée Ambition, où il se donne pour mission d'aider les jeunes entrepreneurs à lancer leur entreprise, parcourant avec l'équipe de production diverses villes françaises. Par la suite, il se métamorphose en figure publique emblématique. Il devient le propriétaire de l'Olympique de Marseille, menant l'équipe à remporter la première et toujours dernière à l'heure actuelle Ligue des champions du football français. Il occupe brièvement le poste de ministre de la Ville, se présente comme candidat à la mairie de Marseille, entre autres exploits et aventures. Bernard Tapie, c'est donc l'incarnation d'un esprit ardent et d'une voix puissante qui a su, avec brio, explorer les méandres du monde, des affaires, de la politique et du commerce. Son histoire, c'est celle d'une figure complexe qui suscite à la fois l'admiration et la controverse, un homme fascinant et rusé qui a laissé une empreinte indélébile sur la France, se faisant une place de choix dans le panorama politique, médiatique, économique et culturel français du dernier demi-siècle. Il y a beaucoup à apprendre de l'histoire de Bernard Tapie, notamment en matière d'intelligence financière et de stratégie. C'est un parcours qui doit nous inspirer et nous encourager à développer nos propres stratégies en matière d'investissement et de gestion financière. Maintenant, avant de viser un empire à plusieurs millions, concentre-toi sur tes premiers 100 000 euros. Car, comme le souligne Charlie Munger, le reste suivra. Et je t'invite à découvrir pourquoi et comment dès maintenant en regardant cette vidéo suivante.